pour l'année 2022. Notre intervention aujourd'hui est intitulée Philosophie du langage pour le cœur. La distanciation nous éloigne ou nous rapproche-t-elle de la compréhension? Premier degré, même langue, mot, interprétation, langue. Deuxième degré, phrase, sens de mot, sens de la phrase, langue, interprétation, message. Troisième degré, discours, genre, acte de lire, le lire dans le dit, but du livre, de l'œuvre, structure, style de la distanciation et la condition de la compréhension. Tout comme l'incompréhension. Distanciation, bon, mauvais. Le deux, elle permet de redécouvrir un texte, le comprendre. Troisième problème posé pour le cœur, le lien entre la forme du discours et la manière de confesser sa foi. La structure, message théologique, espace d'interprétation, le forme, structure narrative, parabole, donner un plus grand impact au texte biblique, l'herméneutique utilisée. Et la foi religieuse fait que Dieu se révèle à l'humain. Vision de philosophe, tension entre narration et prophétie. Forme littéraire, peut-on avoir un monde qui se révèle au-delà de la façon dont on parle? Non, la façon de raconter provoque manière de révéler le monde. Le monde apparaît de deux façons différentes selon le type de discours narratif prophétique. De la même façon, Dieu n'apparaît pas toujours de la même façon. La foi transcende le langue selon pour le cœur. Elle peut être comprise partout sans avoir besoin de partager la même langue. La parabole et l'écriture, mise en garde contre la théologie que tente de placer la parabole au-dessus de l'écriture. L'herméneutique veut au contraire se poser la question de l'écriture. Pour le cœur, essayer de nous montrer que ce que nous appelons théologie de la parabole est en réalité une théologie de l'écriture. La parabole n'aurait pas de valeur, serait éphémère si elle n'était pas retranscrite par l'écriture. Pour le cœur veut montrer que l'herméneutique biblique est un cas exemplaire qui nous permet de comprendre toute l'herméneutique. Les formes du discours ont une pluralité, la manière dont on écrit les choses. Son effet, la vérité biblique n'apparaît de la même façon selon le style d'écriture, parabole, narration, prophétie. Parabole, écriture, l'oralité ne se procède pas à l'écriture. Rapport entre la parole et l'écriture. Exemple de parabole de Jésus mise en écriture. La chose de texte, c'est à quoi le texte fait toujours référence. Le langage ne se soutient pas par lui-même, tout comme un texte. Ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose, soit la chose, monde du texte. Dans l'herméneutique, il y a toujours un monde en dehors du texte, à la différence de chez Derrida, pour qui le monde est le texte. La littérature biblique nous permet l'accès à un monde nouveau qui rend toute notre expérience avec notre vie quotidienne. La constitution de la foi biblique a besoin de langage. Pour lequel nous montre que la foi biblique a besoin de s'exprimer à travers le langage, pas seulement la parabole, mais aussi l'écriture, etc. Critique. La foi a également besoin de critique. Si l'on veut accueillir la foi, on doit toujours critiquer ses propres préjugés, l'imagination, la distance entre le quotidien et le monde du livre ou du film implique la possibilité d'imaginer, de retourner sur soi-même pour reformuler des possibilités alternatives
sur notre vie présente. Pour Ricoeur, un texte est fixé par l'écriture. Un texte n'est pas vraiment un texte tel qu'il se transmet par un message, concept d'interprétation de vouloir dire propre à chacun. Il n'y a pas de réel rapport entre l'auteur et le lecteur. Double occultation. Il y a l'interprétation de l'écrivain et la fixation de son discours. Pour le lecteur, il y a la lecture et l'interprétation subjective. Le texte est indépendant, il se substitue à la relation de langage, du dialogue. Pour lui, l'œuvre est complète seulement quand l'auteur n'est plus de ce monde, car il n'y a pas d'échange réel. Il ne peut plus être débattu avec l'autre, mais avec sa pensée. Il ne reste que nous et le livre intact. Discours en tant qu'intention de dire, écriture, de lecture et l'affranchissement de la parabole. Le monde du texte émerge, bouleversement de perspectives importantes. Troisième monde qui n'appartient pas qu'au texte, car étrangère à la vision de l'auteur. Premier monde et à celle du lecteur, le monde du lecteur. Deuxième monde. Chacun, par son interprétation, se détache de ses préjugés pour mieux comprendre le vouloir dire de l'auteur. Le monde du texte n'est pas le monde réel de l'auteur. Pour Ricoeur, État lui cherche de réciprocité entre explication et interprétation. Les sciences de l'esprit fondait la compréhension, les sciences de la nature fondaient la recherche de l'explication. Par l'écriture, nous avons un rapport moins immédiat et nous avons de plus de temps pour comprendre le texte de l'auteur. Pour Ricoeur, pour expliquer un texte, il faut traiter le texte en soi sans s'occuper du monde extérieur. Il oppose la langue à la parabole. La parabole n'a pas de réel sens. Sans la langue qui, elle, a des rapports physiologiques. La science du langage est une méthodologie scientifique pour approcher un texte par la suspension de tous les rapports que le texte a avec le monde. Pour suspendre le rapport avec le monde, il faut considérer la langue et non la parabole. Interprétation de Lévi-Strauss pour Ricoeur. L'idée de l'idée de la linguistique est de transformer la parabole en un système de relations logiques, 4 éléments du monde, rapport de parenté surestimé, rapport de parenté sous-estimé, monstres et leur destruction non propres dans la signification. Édipe épouse Jacoste. Édipe tue Laos. Évoque une difficulté à marcher. Définition du mythe comme un rapport de contradiction sur la liberté de l'homme. On peut résumer toute la question à un problème de logique. Si l'on change un de ces 4 éléments, tous les rapports de logique changent. Le protagoniste en soi n'est pas important. C'est son action, soit le système logique qu'il porte en lui, qu'il est. Il faut assembler le reçu comme un tout. L'explication peut être dérivée directement dans la science de l'esprit. On peut faire une science des textes. On ne peut pas s'enfermer dans la structure du langage, mais porter les textes sur le monde. À travers une explication poussée à l'extrême, on peut arriver à une compréhension du monde, bouleversement de nature ontologique. Ricoeur pense que l'interprétation d'un auteur dit sur son texte a la même valeur que l'interprétation que les autres en font. Explication ou compréhension. Le défi d'articuler ces 2 termes, le plus important est d'accorder au monde du texte et non à la pensée de l'auteur. Structuralisme, étude de la structure du rapport logique du texte, interprétation, contexte de l'anthropologie. La vision du monde peut être appliquée
Atout forme du sens de l'esprit. Articulation de la compréhension sur l'explication. Compréhension toujours majeure par rapport à l'explication. La compréhension a besoin de l'explication. La compréhension d'un texte a toujours besoin d'une explication scientifique. On cherche selon Ricoeur la structure dans la compréhension. Le signe est une référence fermée. Le stylo, pas besoin de réfléchir pour se les représenter. Le symbole est moins discipliné. Dieu, il donne toujours à penser. Diachronique, étude de l'évolution des faits linguistiques dans le temps. Il y a un temps de la transmission un temps de l'interprétation. Pour Ricoeur émet l'hypothèse qu'il y aura un troisième temps, la charge temporelle qui lierait les deux premiers temps. La charge temporelle est un renouvellement. La structure reste la même, mais dans la transmission de l'histoire, la façon de raconter change. Ex de téléphone arabe. Pour l'auteur, le mythe doit se référer au symbole. Le structuraliste va prendre tous les textes dans sa globalité. Le langage a une partie inconsciente qui serait automatique. La, euh, la méthode phonologique n'est pas réflexive. Nous sommes conscients de dire un mot, mais dans sa phonétique, ce mot vient automatiquement. Vision de la totalité du phénomène. Prétention à l'objectivité. L'herméneutique aurait un rôle plus important que le structuralisme dans sa capacité à donner du sens. Les sociétés totémiques, le totem n'ont pas d'histoire car leur religion est liée à la nature et non pas à une évolution historique. Leur culture n'a pas d'écriture, d'écriture. Leur tradition ne restait pas. Dans l'histoire, il y a une profondeur temporelle. Pour Ricoeur, c'est là que nous devons utiliser l'herméneutique. L'histoire est la transmission de la tradition. Seulement dans la transmission, il y a toujours un risque de perte ou de modification, interprétation. Pour Paul Ricoeur, l'histoire mythique est une sorte de lutte contre la structure. Concept du symbole. Selon Paul Ricoeur, le symbole donne à penser. Structuralisme. Le structuralisme appliqué aux sociétés totémiques. La temporalité du symbole a toujours un caractère d'événement. Elle va toujours au-delà de la structure. La pensée structuraliste est une pensée qui ne pense pas. Pour Ricoeur se demande alors s'il faut revenir en arrière. Le structuralisme a des limites, certes, mais il ne faut pas revenir en arrière, seulement l'articuler avec l'herméneutique, sachant que la compréhension est toujours majeure par rapport à l'explication. Si on reste uniquement dans la dimension herméneutique, on risque de se retrouver dans une dispersion. La, selon Paul Ricoeur, la parole est son royaume. C'est une véritable vie en commun qui est née autour de la communication du savoir, une vie sociétaire qui a ses règles, son esprit, son cœur. Et l'homme tout entier s'exerce. L'école est éducatrice parce qu'elle est ancienne et non l'inverse. Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne? Je parle, je n'ai pas d'autre gagne-pain. Je n'ai pas d'autre dignité. Cite Ricoeur. Je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde. Et je n'ai pas d'autre influence sur les hommes. La parole est mon travail. La parole est mon royaume. Mes élèves auront pour la plupart une autre relation avec les choses et les hommes. Il dit pour le cœur, ils construiront quelque chose avec leurs mains, ou bien ils parleront et écriront dans deux bureaux, deux magasins,
des administrations. Mais leur parole ne sera pas une parole qui enseigne, ce sera un fragment d'action, un ordre, un plan, une ébauche d'action. Ma parole ne commence aucune action, ne commande aucune action qui puisse tomber directement ou indirectement dans la production. Je parle seulement pour communiquer à la génération adolescente ce que c'est et ce que cherche la génération adulte. Cette communication par la parole d'un savoir acquis et d'une recherche en mouvement est ma raison d'être, mon métier, mon honneur. Je ne serai pas jaloux de ce qui sont dans la vie et qui ont prise sur le réel, comme disaient les enseignants mécontents d'eux-mêmes. Mon réel et ma vie, c'est l'emprise de mots, de phrases et de discours. Je peux parcourir le vaste champ de matières enseignées. Chacune d'elles s'est suscité une manière de parler qui l'articule en elle-même, l'exprime pour moi-même et l'annonce pour un autre. Si j'enseigne les mathématiques, je deviens dans l'acte d'enseigner. Le mot qui s'épuise dans la dénomination exacte, la phrase réduite à la signification pure, le discours constructeur de la preuve, bref, la parole se lit par la nécessité. Si j'enseigne la poésie, je m'approche avec les ressources de ma pensée, de ma prose, d'une langue qui crée et recrée la substance de présence et de correspondance par l'union charnelle de sens et de la voix. Si j'enseigne les sciences de la nature, je suis le serviteur d'une autre langue qui décrit le monde, qui articule simultanément le fait et la loi, qui véhicule l'objectivité de tous mes objets et l'universalité de tous les énoncés sur le monde. Si je suis historien, j'entre dans un discours qui est né de reçus et qui tend vers la rigueur d'une langue capable de transformer une trace en document, d'analyser, de relier, de reconstruire et de faire revivre. Si j'enseigne les langues vivantes, je suis au service de la pure communication. Par-delà la différence de langue, je lutte contre la différence, je cherche l'autre homme dans son autre langue et dans l'écriture de ses œuvres. Si j'enseigne la philosophie maintenant, c'est encore à l'édification d'un discours qui, que je me dévoue d'un discours qui ne soit plus seulement symbole comme celui des mathématiciens, mais réalité, qui ne soit plus seulement poésie, mais vérité, qui ne soit plus fait, mais condition de possibilité, qui ne soit plus reçu, mais ordre et raison. Euh, L'université, c'est l'univers des puissances multiples du langage dans le moment de la communication, de dire. De l'or, elle est une seule chose qu'une réforme de l'enseignement ne peut se proposer d'atteindre. La fin du règne de la parole dans l'enseignement, toute réforme est réforme à l'intérieur du langage qu'une génération parle à l'autre pour lui transmettre le fruit et le mouvement de sa culture. Tel est le noyau de toute méditation préjudicielle à une réforme de l'enseignement en général. Le reste se construit sur cette base. Le reste est d'abord tout ce que nous appelons éducation. C'est une véritable vie en commun qui naît autour de la communication de savoir, une vie sociétaire qui a ses règles. Son esprit et son cœur et l'homme tout entier s'exercent. Mais cette vie n'est pas la vie dans le métier, dans la cité, dans le monde. C'est une vie complète. Ou du moins, la vie de l'école devrait être une vie digne de ce nom, mais cette vie est entièrement réglée par la tâche majeure de la parole, et non par
l'efficience professionnelle. C'est pourquoi elle est exclue. Une réforme de l'enseignement puisse se proposer d'édifier la vie sociétaire de la classe, de l'école, de l'université à l'image des relations humaines dans la vie professionnelle. Cette vie ne peut être une anticipation ou une reproduction à échelle réduite de la vie réelle. Si l'on décide d'appeler vie réelle la vie professionnelle, l'insertion de l'homme dans la division sociale du travail, cette vie est la vie propre d'une communauté engendrée par la communication du savoir d'une génération à une autre. L'école est éducatrice parce qu'elle est enseignante et non l'inverse. Ce texte de Paul Ricoeur est l'introduction d'un article publié dans la revue Esprit en 1995. Il n'a pas perdu de son actualité. Merci beaucoup de de votre attention. Au revoir à une autre intervention.